Amis de la bibliothèque des Riche-Clair, je vous souhaite la bienvenue en utilisant, comme chaque fois, la formule consacrée par Jacques de Decker qui avait créé ces coups de midi de la bibliothèque des Riche-Clair avec l'aide de Marie-Angèle Dehé qui est dans la salle et de Marie-Christine Jadot qui malheureusement n'a pas pu assister à cette séance, étant un peu blessée, comme d'ailleurs notre invité Luc Baba, qui est venu avec une béquille, et je le remercie d'autant plus d'avoir fait l'effort de venir à ce rendez-vous. Je le remercie d'autant plus que, en réalité, c'est la première fois que je rencontre Luc Baba, et c'est la première fois que nous nous rencontrons, alors que nous avons été collègues, écrivains, dans la maison d'édition Luce Wilquin, maison d'édition qui, malheureusement, n'existe plus, Luce Wilquin ayant pris sa retraite. Et en préparant l'avantage de ces coups de midi aussi, c'est pour un animateur qui n'a pas encore rencontré l'écrivain, c'est d'entrer dans un univers. Et j'ai donc découvert l'univers et la bibliographie de Luc Baba avec beaucoup en même temps d'admiration et en même temps beaucoup de curiosité, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait là, dans ce que je voyais des livres qu'il a écrits, toute une série d'ouvrages dont je me promets de les lire très vite, notamment deux romans, un recueil de nouvelles dans la collection Belgique et un roman dans la collection Traversée, que nous connaissons pour en avoir déjà parlé ici. La collection Belgique est une collection inspirée de la revue Marginale, puisqu'elle impose aux auteurs d'écrire des nouvelles à partir d'un thème imposé. Dans le cas de Belgique, c'est Belgique. Et la collection La Traversée est une collection destinée à un public, au départ destinée à un public d'adultes en apprentissage d'écriture. Alors ma première question, Luc Baba, après vous avez souhaité bon anniversaire, parce que j'ai vu aussi que c'était vos 20 ans d'écriture. Ma première question c'est, est-ce qu'il y a un fil narratif dans votre propre parcours d'écriture? Oh, le fil de ma vie, vaguement, hein, qui est assez animé. Non, je ne sais pas s'il y a un fil, si ce n'est des instants d'émotion. Je pense que la plupart de mes romans sont nés d'instants d'émotion. Parce que je suis un être émotif, par bonheur, et quelquefois non. Et je pense que c'est ceux qui lisent les livres entre eux, c'est ça. C'est avant tout une émotion. Et puis, une quête interminable de la liberté, dont je cherche encore le sens. C'est peut-être une thématique que l'on abordera encore dans L'Arbre du Retour, qui est votre dernier roman en date et qui est celui autour duquel on va organiser cette rencontre. J'aurais voulu tout de même encore ajouter une question ou une curiosité sur votre production littéraire. Elle alterne des romans, des nouvelles dans Belgique, et aussi de la poésie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous choisissez à un moment donné d'écrire plutôt une nouvelle, plutôt un roman, ou d'entrer en poésie? Je ne choisis pas grand-chose en réalité. Quand je m'assois pour écrire et qu'il y a cette urgence de déposer sur le papier, je me pose très peu de questions. Le cahier est ouvert et puis je gambade, comme dans une terre nouvelle où on va au hasard. Et la poésie, quelquefois, s'impose d'elle-même. Elle est présente aussi dans les romans, c'est-à-dire que ça, je ne m'en détache pas. Donc ça reste... la poésie, pour moi, c'est comme un raccourci miraculeux quand l'image poétique apparaît. C'est qu'on peut en quelques mots raconter ce qu'une page ou un chapitre ne parviendrait pas à raconter. Et ça, c'est peut-être le lien. Mais c'est Daniela Ferrière qui disait qu'un roman, ce n'était jamais qu'un long poème. Et je pense qu'une nouvelle ne peut pas non plus se détacher de la poésie pour être complète. Et
c'est vrai que dans l'art du retour, d'ailleurs on lira quelques extraits si vous voulez bien, on trouve aussi cette dimension poétique dans la construction de l'écriture, dans la construction de la phrase, et une rigueur, je dirais presque en même temps flaubertienne et faulknerienne de composer les phrases. Mais là, cela vient peut-être du fait que l'art du retour se situe aux États-Unis. Encore une question sur le passé, ou sur l'actualité d'ailleurs, parce que c'est de chansons et de chanteurs et d'autres poètes que vous-même, dont j'aimerais que vous nous parliez. La relation avec la poésie et la chanson de Léo Ferré. Léo Ferré que vous chantez d'une part, et d'autre part, auquel vous avez consacré une monographie ou une biographie. Oui, un album. Oui, tout ça est venu. Je n'aurais jamais eu la prétention moi-même d'aborder l'œuvre de Léo Ferré si des différents événements ne s'étaient pas mis sur ma route. La chanson, ça date de l'adolescence déjà, parce que je pouvais pas, quand j'étais gamin, je pouvais pas sortir. J'avais droit à une demi-heure de promenade le samedi quand j'étais chez mes parents. Et comme j'aimais la chanson, mais que je ne pouvais pas chanter à la maison parce que ça faisait trop de bruit, donc j'ai étudié des chansons par cœur. Et puis j'allais dans le petit bois derrière la maison et je chantais. Et je me suis fait une petite voix comme ça. Et puis un jour, je me suis trouvé dans un théâtre et j'ai entendu un metteur en scène qui disait « Tiens, voilà, j'ai mon cabaret Brassens là dans 3 semaines et il y a un chanteur qui vient me claquer dans les doigts, je ne sais pas comment je vais faire. » Et je suis allé le trouver en disant « Est-ce que vous seriez d'accord que je connais à peu près toutes les chansons de Brassens par cœur, que je me lance et de me donner une chance pour participer à ce cabaret ?» Et le lendemain, j'étais chez lui avec le guitariste, et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter à l'écart de ma salle de bain et des bois. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je me suis retrouvé avec l'épouse de Bernard Cazeneuve, qui est venue me trouver parce que son mari avait lu un de mes bouquins, clandestin, en me demandant si je voulais bien écrire pour sa collection une biographie pour enfants. Et dans les noms que j'avais proposés, il y a eu Charlie Chaplin, j'ai écrit une biographie sur Chaplin, et puis Jacques Brel. Et je l'ai revu un jour pour signer une nouvelle édition du Brel. Et elle m'a demandé ce que je faisais à ce moment-là. Et il se trouve qu'on venait de me demander ici, au Midi de la Poésie, de rendre hommage à Léo Ferré. Ce que j'avais refusé, parce que la demande venait d'une vidéo que j'avais postée sur Facebook un jour où j'étais sous. J'avais bu une bouteille de vin après une dispute avec ma copine de l'époque. Et je m'étais mis au piano et j'avais chanté Souchon, donc ça n'avait rien à voir. Et peu de temps après, j'avais cette demande des Midis de la Poésie qui avait chopé la vidéo au passage et qui me demandait de chanter du Ferré. Voilà un peu comment c'est venu. Et donc quand je lui ai dit que j'avais ce projet de rendre hommage à Léo Ferré, elle m'a dit ben, « Tu ferais bien une biographie pour enfants sur Léo Ferré ». Ce qui me semblait complètement impossible d'écrire sur Ferré pour les enfants. J'ai relevé le défi. Le livre est sorti, et puis j'ai été invité à Paris pour une émission radio pour parler de cette biographie. Et le journaliste m'a dit « Est-ce que, bon, j'ai vu que tu chantais, est-ce que tu as un enregistrement où tu chantes Léo Ferré ?» Je dis oui, mais j'avais rien. Et j'ai mis un petit mot sur Facebook, de nouveau, en disant « Est-ce que quelqu'un pourrait m'enregistrer chantant un titre de Léo Ferré ?» Et je me suis retrouvé chez un ingénieur du son de la RTBF, par une lectrice qui lit mes bouquins et qui habite en face de chez lui. Sur comment la vie dessine des chemins. Et donc, il a accepté d'enregistrer un titre. Et donc, je me suis mis au clavier chez lui. J'ai enregistré un titre. Et après ça, il m'a dit, on va faire un album. J'ai dit non. Il a dit si, il faut trouver des musiciens. On va chercher parmi les plus grands. Par exemple, Guy Lukowski, qui avait accompagné Léo Ferré sur La Tristesse. Et donc, j'ai appelé Guy Lukowski, en disant « Est-ce que vous seriez d'accord, monsieur Lukowski, de m'accompagner sur un ou l'autre titre pour un album dédié à Léo Ferré ?» Il m'a dit « Tu viens à la maison, tu auras un verre d'eau, si tu chantes bien, tu auras 2 verres d'eau et on verra. » Et donc je suis allé chez lui, on a fait quelques essais, il m'a dit « Ok, je t'accompagne. » Et suite à ça, j'ai appelé Francis Danlois, contrebassiste, Loïc Duchesne, violoncelliste, Jean-Marie Zouba, pianiste, et on a créé cet album. Qui est celui-ci. Voilà. Plein d'émotions, on pleure. Ah, mais voilà, quelqu'un dans la salle vient de dire plein d'émotions, on pleure. Et j'imagine bien, connaissant en plus les titres, notamment La mémoire et la mer, dont on a parlé, dont on parlera peut-être encore. J'aimerais revenir sur
un élément que vous venez de dire, mais qui relève peut-être de la vie privée, de la vie personnelle. Cette demi-heure de sortie autorisée dans le samedi, est-ce que c'était dans le mode d'éducation qui vous a été infligé? Oui, c'est-à-dire que j'ai vécu avec des parents qui n'auraient jamais dû être parents. Et donc l'écriture et la chanson ont été des secours. Je pense que je dois la vie à l'écriture et à la chanson. Et je pose la question parce que là on va entrer maintenant dans le roman L'Arbre du Retour, parce qu'en entendant ce que vous disiez sur cette demi-heure de liberté en quelque sorte, et en sortant de la lecture de L'Arbre du Retour, je me dis tiens, il y a une sorte de résonance avec notamment l'écriture poétique dont on parlait, le fait que dans l'écriture d'un roman il y a une part de poésie, mais il y a aussi une part de profondeur souterraine. Et je me disais en entendant ce que vous disiez allusivement de votre enfance, qu'il y avait peut-être là, et je pense notamment au portrait d'un des personnages du roman qui est le petit Sandy. Oui. Peut-être qu'on pourrait entrer dans ce romancier à partir de cet enfant Sandy, qui est un personnage au moment où il est enfant, qui est tout à fait bouleversant. Oui, et c'est un personnage qui existait, qui était en effet le boy de Samuel Clemens, futur Mark Twain. Et c'est en lisant une biographie de Mark Twain que j'ai découvert ce petit Sandy. Mark Twain en parle peu. Il lui consacre une page où il explique que ce petit gamin-là était très bruyant, qu'il passait son temps à danser et à chanter. Et c'est la maman de Samuel qui a expliqué que c'était son salut. C'est-à-dire qu'en effet, en chantant et en dansant, il pouvait oublier son passé. Et comme il avait été arraché à sa famille, il avait besoin aussi de penser le moins possible à ces douleurs-là. Et donc il fallait remercier Dieu pour ce fait que Sandy arrivait à trouver une façon de sortir de la douleur par la danse et le chant. Donc voilà ce petit bonhomme qui existait, qui a été donc acheté, loué plutôt pour servir le fragile Samuel Clemens. Alors, entrons maintenant dans le roman. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu ou ceux qui regarderont ensuite la vidéo sur Internet, le roman L'Arbre du Retour est un roman qui traverse plusieurs générations à partir du Dahomey, d'où au XVIIIe siècle des enfants, des femmes et des hommes du Dahomey, devenu aujourd'hui le Bénin, étaient transportés de force, évidemment, comme esclaves, vers la Barbade d'abord, et puis vers les États-Unis. Et Sandy appartient à... Le livre débute, enfin, l'ouverture du livre est un arbre des naissances qui présente la généalogie des différents protagonistes que l'on va retrouver dans le roman, depuis Ayo et Iwande, qui est la maman, l'épouse de Ayo, enfin la femme de Ayo, oui, et qui sont le couple à l'origine de toute une généalogie qui ira jusqu'à Emily, née en 2005. Et on traverse donc toute l'histoire des États-Unis avec notamment cet épisode de Sandy et de Mark Twain, Sandy étant né en 1834. Alors, on va revenir au début, donc à ce départ des bateaux de négriers de Douya, c'est bien ça, Oudia, pardon, de Ouida. Il y a beaucoup de noms de Ouida au Dahomey. Alors, je voudrais faire une petite lecture, si vous voulez bien, et ensuite vous demander comment vous avez travaillé pour nourrir cette écriture, et vous entendrez aussi, non seulement l'écriture est poétique, mais en plus elle a une force d'évocation qui est assez sidérante. Donc les femmes, enfants et hommes arrachés de leur village au Bénin, au Dahomey, se retrouvent dans un bateau. La troisième nuit en mer commença par un orchestre de voix qui commandait une révolte en 3 étapes. Se libérer des chaînes, arracher des planches avec les ongles et attaquer les blancs. Il fallut encore que le prince... Alors le prince est un des passagers qui parle la langue des blancs et donc qui sert un peu qui apaise en quelque sorte les
les esclaves dans le bateau. Il fallut encore que le prince intervienne, promettant la mort de tous s'ils gagnaient leur combat. C'est un trop grand bateau pour nous. On n'est pas des marins, on sait pagayer, on ne pagaye pas sur la mer. Les pêcheurs se fâchèrent. On connaît les étoiles, promit l'un d'eux, et le vent et toutes les couleurs de l'eau, ce que les algues rouges annoncent, et on pêchera ce qu'il faut pour rejoindre l'Afrique. Il y a des mâts, Tonahayo, donc le personnage central et initial. Il y a des mâts, Tonahayo, des voiles, des cordes et des choses en bois et en fer. Qu'est-ce qu'on ferait de tout ça? Avec les voiles, on se fera des habits de cérémonie, puis on attendra que la tempête nous jette au requin. Et si on survit, l'errance, elle, sera plus longue que toutes les nuits. Même le bateau deviendra fou, il aura le temps de pourrir avant qu'on trouve la rive. Alors, là on entre, il y a d'autres passages où on a la description de la manière dont les pauvres hommes, femmes et enfants qui sont à fond de cale vivent, tentent de survivre, ne parviennent pas à se révolter. Alors là, comment s'est passée l'écriture? On sent une fièvre dans cette écriture. Ça a commencé par de l'étude, bien sûr. Donc, je dois préciser que je suis allé au Bénin, c'était en 2005, pour un ami qui était sans papier et dont le père était en train de mourir au pays, qui m'a dit tiens, moi je ne peux pas y aller. Un Béninois. Je ne peux pas y aller, mais peut-être que toi tu peux y aller. Et donc j'étais un peu le messager, je suis parti 3 semaines là-bas et je me suis trouvé donc à Ouida, à la porte du non-retour, et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à cette question-là. Et que l'idée du roman est venue. Et après ça, c'était évidemment beaucoup d'études. Donc j'ai lu des bouquins de Rediker sur les navires négriers, et en étudiant des passages, jusqu'à me sentir moi-même en lieu connu. C'est-à-dire qu'il fallait que je ressente dans mes tripes ce qu'avaient pu ressentir les esclaves, les captifs. Parce qu'on ne peut pas, quand on écrit ça, on ne peut pas sans cesse revenir à ses notes pour reprendre sa recherche en cours. Il faut vraiment avoir intégré ce qui se passe sur un navire négrier pour pouvoir l'écrire. Et une fois qu'on se met dans la peau du personnage, ce qui est le métier de l'écrivain, on se laisse porter, on n'est plus soi-même, on est dans un état second, quelque peu méditatif, et on est projeté sur le bateau à la place du personnage dont on écrit l'histoire. Voilà, après, c'est faire confiance à ce qui s'écrit. Alors, je vais encore dire un petit paragraphe, un peu plus loin dans ce même chapitre, donc le chapitre du trajet entre Ouida et la Barbade. Le voisin d'Ayo ne résista pas au désespoir qui sembla peu à peu éteindre sa raison et le paralyser. Nourri de force, il demanda plusieurs fois qu'on l'étrangle, tenta de s'égorger avec les ongles et finit par cracher un dernier soupir où l'on entendait une forme de soulagement. C'est ce jour-là que le capitaine, qui n'avait pas meilleure mine, proposa un marché. Ceux qui trouveraient le courage de se réconcilier avec leur destin pourraient aller sur le pont. Et là, aux yeux de tous les survivants, il y eut la même ombre et le même refus d'écouter ce vieux sauvage blanc aux cheveux d'algues. Ils répondirent d'un dernier chant sorti de leurs entrailles, chacun le sien, mais ils s'accordaient. Alors ils furent emmenés de force sur le pont et virent la torpeur des marins, encore debout, leurs os sous la peau brûlée. Ils ne leur offraient pas l'air libre de la prison flottante, ils voulaient vider leurs bras et leurs jambes de ce qu'ils tenaient encore de vie, parce que c'était la condition de leur salut. Aussitôt, ils s'unirent autour des cordages, dans l'espoir que le négrier atteigne la jetée d'embarquement. Et c'est ainsi que le bateau, finalement, et les survivants, il y a quelques scènes aussi poignantes, comme celle de ce petit mousse qui veut aider Ayo à sortir et qui finalement deviendra lui la victime. Alors, c'est inventé cette séquence-là pour aller à plus loin dans ce qui a été l'horreur de ces trafics de négriers. C'est-à-dire que, oui, l'histoire, les personnages sont inventés à partir de témoignages, à partir de toutes les lectures que j'ai pu faire. Donc, comment se passait la vie sur un bateau. Ces personnages-là naissent de mes lectures, en effet. Mais c'est vrai que les Blancs eux-mêmes, les matelots, les mousses sur le bateau, étaient eux-mêmes en souffrance. Et bien souvent, ils étaient eux-mêmes capturés ou embauchés dans des bars. On allait chercher quelques ivrognes parce qu'il n'y avait pas la possibilité de trouver grand monde, de trouver
avait beaucoup d'hommes, jeunes ou moins jeunes, qui de leur plein gré allaient embarquer sur un navire négrier, en sachant que la traversée était quand même dangereuse, qu'il n'y avait pas de garantie d'arrivée à bon port. Donc c'était beaucoup de perdus qu'on embauchait de force, voilà, et parfois des gamins, en effet, des gamins de rue qui n'avaient aucun salut, et qui étaient amenés sur le bateau, à qui on confiait des tâches. C'est une scène extrêmement métaphorique aussi de l'ensemble du roman. Oui. Un petit mousse qui est blanc, donc qui fait partie de l'équipage, même s'il a été recruté de force, voyant la détresse des Noirs, se dit « je vais leur donner une arme pour se libérer », alors qu'on voit bien Voilà. qu'il est impossible de se libérer. Et cette arme, c'est un clou rouillé qu'il veut donner à... Oui, et Caillot refuse, et c'est en refusant ce clou qui pouvait les aider, parce qu'il ne voulait pas non plus prendre de risques, que le petit mousse blanc s'en va avec le clou, et puis il se fait attraper par ses supérieurs sur le bateau, et en effet, ça lui coûte la vie, quoi. Donc en effet, de refuser l'aide du blanc a coûté la vie à ce blanc. Et c'est une séquence d'ailleurs que l'on retrouvera plus tard dans des exploitations où des esclaves sont obligés de se punir entre eux pour éviter qu'il n'y ait des conséquences beaucoup plus graves avec des prises au hasard d'une série d'esclaves qui seraient tués au nom de celui qui a commis une soi-disant faute ou une soi-disant infraction aux règles. Alors, le roman, comme je vous le disais tout à l'heure, parcourt 9 générations, et donc on a certains épisodes du destin des Noirs aux États-Unis. On a évoqué l'un d'entre eux, mais j'aimerais qu'on y revienne un peu sur le petit Sandy qui est devenu le petit esclave de Mark Twain enfant. Mais auparavant, il y a une scène qui se déroule dans une famille qui a des esclaves au service de la maison et dans lequel, alors ce que je voudrais lire, c'est un petit épisode où on évoque l'abolition de l'esclavage, dont on sait que les lois abolitionnistes vont intervenir et que cela conduira à la guerre de sécession. Alors, je vous lis un nouvel échantillon du livre dans lequel on est dans un repas familial, où des Blancs discutent, évoquent la prochaine loi sur l'abolition du servage. Pendant que May remplissait les verres, Sylvie soupira comme on parle de choses sans importance. Vous avez peut-être raison, très cher, vous avez peut-être tort, mais la traite cessera, qu'on le veuille ou non, et nos vies ne seront plus les mêmes. Quelle riche prédiction, ironisa son époux. En voulez-vous une autre? Un jour, les nègres seront libérés par un président dont il faudra couper la tête, et ils sèmeront la terreur jusque dans nos villes. À moins, risqua la petite femme dont les joues rosirent, à moins qu'ils ne s'occupent des champs mieux que nous, ce jour-là. Sans esclaves à fouetter, il nous restera à les supplier de nous expliquer comment on récolte un indigo, le chanvre, le coton, et comment on cuit le pain de seigle. Son mari, joufflu et suant, frappa la table des 2 poings pour qu'elle se taise. Avant qu'il eût le temps de bafouiller un mot, Jennings souffla en essuyant ses lèvres. Libérez femmes et nègres, et les bœufs et les chevaux, tiens, que le monde aille comme il veut, et vous viendrez un jour pleurer dans mes champs en disant « Ah, mon bon monsieur, vous aviez vu juste, et je ne vous prêterai pas $1. Allons, du vin pour tous, et parlons un peu de choses plus sérieuses. La bêtise me donne des migraines. » Et là, c'est une autre forme de talent d'écrivain dans ce livre, qui est les dialogues sont toujours très justes, les dialogues sont toujours très, très forts et vont à l'essentiel. Merci. Oui, c'est mon boulot. Mais oui, ça m'a demandé aussi d'être familier avec ces personnages, et donc j'ai lu énormément de bouquins de témoignages pour avoir cette sensation d'être le frère de ces gens. Et je pense qu'il est nécessaire, quand on écrit, d'aimer tous ces personnages, même les pires, c'est-à-dire de ressentir de l'amour et de la compassion pour tous les personnages dont on écrit l'histoire ou qui apparaissent dans un livre. Oui.
Est-ce qu'on peut dire qu'il parce qu'ici apparaît déjà un élément qu'on va revoir plus loin, parce que c'est un roman aussi qui est très construit, c'est-à-dire qu'on se rend compte au moment où on termine la lecture qu'il y a toute une, et ça aussi c'est le métier de l'écrivain bien sûr, qu'il y a toute une série d'éléments qui sont comme les petits cailloux, les cailloux du petit poucet qui sont placés au bord du cheminement narratif et qui prennent leur sens après. Notamment ici, le fait qu'un des éléments que vous mettez dans la bouche d'un des personnages, je ne sais plus lequel, à la fin du roman, et de dire que la vraie libération des Noirs dans un pays ségrégationniste interviendra lorsque les Noirs deviendront plus forts, plus compétents, plus performants, auront dépassé les Blancs, et ce sera la manière de démontrer que la ségrégation n'avait aucun sens. Mais ce n'est pas en se révoltant par la violence, c'est peut-être en allant au-delà de la violence. Oui, c'est-à-dire qu'en effet, les Africains-Américains avaient différentes méthodes, différents stratèges, c'est-à-dire qu'ils voyaient les choses différemment. Il y avait cette possibilité de continuer à se soumettre pour avoir du boulot et pour ne pas avoir d'ennui, ou en effet de surpasser le blanc, en disant mais nous sommes plus forts. Et c'était un des discours de Malcolm X aussi, de dire mais la race noire est en réalité supérieure à la race blanche, et donc nous allons maintenant prouver de quelle façon nous sommes supérieurs aux blancs. Et il y allait à grand renfort d'exemples et d'histoires. Donc l'idée dans ce roman, c'était aussi d'évoquer ces différents points de vue, c'est-à-dire comment un peuple opprimé envisage l'idée de se libérer. Et il y a plusieurs pistes, plusieurs chemins entre Martin Luther King, Malcolm X, ou ici le personnage de John Doherty, en effet c'est l'époux de Rosie, donc ils sont enseignants tous les deux, qui pensent qu'il faut surpasser le blanc, donc il y avait différents points de vue, différentes approches. Et voilà, j'avais envie que le livre reprenne ces différentes approches, et le fait d'avoir plusieurs générations et autant de personnages le permettait. Mais si je peux embrayer là-dessus, ce qui était essentiel pour moi aussi, c'était de ne pas oublier qu'il y avait les femmes noires, les hommes noirs, les femmes blanches, les hommes blancs, et que celles qui ont le plus souffert et peut-être le plus porté la révolte, ce sont les femmes noires. Et ça, c'est apparu aussi au fil de mes lectures, de quelle façon elles ont été présentes, fortes et porteuses de la révolte, de la révolution même. Je l'évoque notamment vers la fin du roman, quand un homme donc noir demande à sa fille de servir le thé, et qu'elle lui dit « mais fais-le toi ». Et elle aborde ici la question aussi de la révolution féministe, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait cette révolution-là qui était aussi en cours et qui était en jeu. Et je rappelle notamment que sur le podium avec Martin Luther King, lors de son discours, il n'y avait pas de femmes. Les femmes étaient en bas. Et c'est elle qui mettait les timbres sur les enveloppes ou qui allait poster les tracts, mais il n'était pas question qu'elles prennent trop de place dans ce chemin-là. Et l'argument qui a incité Martin Luther King voilà, à dire « parle du rêve ». Voilà, précisément, Mahalia Jackson, chanteuse de gospel, qui lui aurait crié à ce moment-là, depuis le parterre, alors qu'il était en train de lire un discours convenu qu'il avait préparé, Parle-nous du rêve, et qu'il a à ce moment-là improvisé. Donc, et donc ça me semble important aussi de distinguer, et des sociologues noirs américains l'ont d'ailleurs fait de façon très juste, de rapprocher même la femme blanche de l'homme noir dans ses droits et ses non-droits. C'est-à-dire que le statut d'une femme blanche n'était pas nécessairement plus enviable que le statut d'un homme noir. Et ça me semble important aussi dans l'histoire de ces luttes. Oui, un de vos personnages, ou le narrateur, ou l'auteur, indique d'ailleurs une sorte de hiérarchie. Il y a en haut de l'échelle l'homme blanc, ensuite, à la limite, l'homme noir, la femme blanche et la femme noire, tout à la fin de... Oui, en sachant qu'il y avait également différentes classes socio-économiques, bien sûr, qui déterminaient pas mal de choses aussi. Alors on découvre, on l'a évoqué, donc quand on continue dans la chronologie, on découvre dans les fins des deuxième moitié du XIXe siècle, on découvre
cette histoire que vous nous racontez et qui donne d'ailleurs envie de relire Tom Sawyer et les aventures de Culberry Finn, la destinée de Mark Twain et de cette ville de Hannibal où on fait maintenant des concours pour que le petit gamin ressemble le plus possible. Alors racontez-nous un peu cet épisode-là. Mais oui, donc j'ai relu également Tom Sawyer et Culberry Finn. Il faut savoir que c'est pas rien ce qu'il a écrit, en ce sens où le petit Samuel Clemens voulait, avec ses copains, devenir donc un Samuel grand Clemens, bandit. c'est le vrai nom de Mark Twain. Hein, voilà. Donc il voulait devenir un grand bandit. Et son père était juge. Et il savait donc, parce que son père était juge, que le plus grand crime qu'un blanc pouvait commettre, c'était de libérer un esclave. Et donc toute l'histoire de Culberry Finn, c'est ça, c'était je deviens un grand bandit, c'était plus ça que l'idée de faire le bien. C'est qu'est-ce qu'il pouvait commettre de vraiment grave. Mais au début de sa vie, Mark Twain n'était pas du tout sensible à la question de l'esclavage. Voilà, pour lui, c'était quelque chose d'évident, c'est-à-dire que le noir était inférieur, on le répétait à la messe tous les dimanches, et donc c'était accepté par tous et par lui-même. Il faut savoir aussi que Mark Twain, c'était un homme de la frontière, c'est-à-dire cette espèce de zone mouvante qui allait de l'est vers l'ouest, qui allait voilà, en gagnant du terrain. C'était un esprit particulier, c'est-à-dire qu'il ne se revendiquait ni du nord ni du sud, mais plutôt de cette frontière et de cette marche vers l'ouest, avec un père qui n'était pas doué en affaires et qui se sabotait continuellement. Voilà. Donc c'est une situation particulière pour lui, c'est-à-dire qu'il avait, on estimait que les gens de la frontière avaient justement un regard très particulier, n'étant pas nécessairement d'un camp ou d'un autre. Et c'est en allant à New York que Mark Twain a commencé vraiment à se poser des questions sur ce qu'il considérait comme une évidence, sur l'esclavage et la supériorité de la race blanche. Et on sait qu'il a, pendant un moment, il aurait comme disparu, il marchait longuement, mais sans trop donner de nouvelles. Il est parti à Boston et je raconte un épisode aussi où il se retrouve là pour une conférence avec des abolitionnistes. Et là, j'ai imaginé qu'en effet, le personnage de Sandy décide d'aller le retrouver en lui disant maintenant, on sait que vous écrivez, vous avez écrit une histoire de grenouille, c'est très bien. C'était en effet une des nouvelles qui a fait connaître Mark Twain. Maintenant, vous allez aussi parler de nous. Et donc, j'imagine que, si c'est purement de l'imagination, peut-être un moment, voilà, Sandy aurait pu aller retrouver Mark Twain et lui dire parlez de notre histoire, racontez ce que nous avons vécu et défendez notre cause. Alors là, quand vous parlez en même temps de Mark Twain, personnage qui a vraiment existé, de son petit esclave Sandy qui a vraiment existé, et puis la fantaisie de l'écrivain qui invente dans les interstices de l'histoire. Dans le fond, du métier. Dans le fond, quand on termine la lecture de votre roman, dont le point de départ se déroule en 2013, où un protagoniste noir qui est victime d'une sorte de violence verbale raciste d'un policier se dit tiens, je vais un peu aller retourner vers les origines, et il rassemble chez un de ses oncles toute une série de documents et de documentation, dont un cahier. Et ce cahier, c'est une histoire avec ce que j'ai appris, dit-il, de la famille et ce que j'ai imaginé. Je l'ai écrite. Tu en feras ce que tu voudras, mais quand tu l'auras lu, toute cette histoire de la ségrégation, de la lutte des Noirs pour leur émancipation, mais lorsque tu l'auras lu, promets-moi une chose, tu t'assieds et tu penses. Finalement, est-ce que c'est un peu la fonction d'un roman comme celui-ci aussi, c'est de donner toute une série d'émotions basées sur une réalité historique, racontée par l'écrivain, pour qu'il puisse s'asseoir, penser et éventuellement agir. Oui, penser et puis créer des liens. Analyser, je pense qu'on ne peut pas passer à côté et juste relater des anecdotes et des faits, mais toujours creuser plus loin avec des pourquoi et des comment. Et en effet, ici, l'idée, c'est aussi de découvrir que ce roman, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Oui, c'est le narrateur. C'est un processus romanesque. Voilà, c'est le processus romanesque. Le livre qu'on lit n'est pas celui de Luc Baba et celui de James, dont ce serait emparé Emily. Mais tout ça, pareil, j'ai écrit ce passage-là aussi à un moment où donc il y a eu l'assassinat de George Floyd, et puis le déboulonnage des statues et tout ce mouvement. Et j'aimais bien d'opposer le point de vue d'Emily qui veut en effet aller déboulonner des statues,
et de son grand-père qui lui dit mais commence par t'asseoir et à penser, parce que c'est peut-être pas en déboulonnant des statues qu'on va changer les choses. Et c'est pour ça qu'elle lui donne ses notes. Donc ça faisait partie d'une réflexion personnelle aussi sur ces actes symboliques et l'idée de creuser l'histoire aussi et de connaître et de comprendre. Et ça, c'était un propos important de Malcolm X aussi, qui disait il faut étudier notre histoire. Si on n'étudie pas notre histoire, on ne peut pas arriver à nos fins. On ne peut pas se libérer d'un oppresseur si on ne connaît pas l'histoire de l'oppression. Et là, on peut peut-être rebondir, et en vous écoutant, je pense aussi à ces mouvements ici en Belgique, à Bruxelles, où on a commencé à taguer les statues de Léopold II ou à tourner la statue de Léopold II vers le mur au musée de Tervuren. C'est une manière de dire, saccageons les symboles de ce qui a été malgré tout l'histoire, et que ce n'est pas une manière, dirait Malcolm X, d'arriver à dépasser ce qu'a été l'histoire. Il ne faut pas la gommer. Voilà, maintenant je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de réagir. Et on peut déboulonner des statues, on peut les taguer, on peut aussi les laisser telles quelles et dire voilà, ça fait partie de ce que nous avons vécu, ça fait partie de notre histoire. Et comment est-ce qu'on regarde ces symboles, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Voilà, mais je n'ai pas de réponse. Non. Le romancier ne doit pas donner de réponse. En Comme tout cas, le philosophe, il peut poser je préfère questions. ne pas en donner. Alors, il y a un épisode que vous avez évoqué et qu'on a effleuré en parlant du rôle que les femmes ont joué. Il y a un très très beau personnage et une très très belle période dans le roman sur la création d'une école pour les Noirs, avec Rosie qui se bat, et cette école, on n'en veut pas. Alors, racontez-nous, quelle est la perception que vous avez maintenant de cet épisode-là? Mais c'était important, c'est-à-dire qu'on est en effet dans la période de reconstruction, c'est-à-dire qu'après la guerre de sécession, on a dit à un peuple, à une communauté immense, vous êtes libre. C'est unique dans l'histoire humaine. Du jour au lendemain, on dit à une communauté, voilà, vous êtes libérés de vos chaînes, vous avez des droits. Mais tout ça, c'était sur papier. Il faut savoir que la plupart des esclaves ont continué de travailler chez leur maître en signant d'une croix un document qui leur faisait signer et qui continuait de les lier à eux. Mais il y a toute une série de personnages essentiels, de personnes essentielles qui ont tenté de faire quelque chose de cette liberté. Dire on est libre, qu'est-ce qu'on peut faire? Et notamment, de nombreuses femmes ont eu ce souhait d'aller dans le sud, donc des femmes qui vivaient dans le nord, d'aller dans le sud créer des écoles. Ça, c'était une réalité de ce moment-là. Parce que si on était libre, on pouvait aller à l'école, on pouvait s'éduquer. Et qui avaient compris que le progrès passait par là. Et donc Rosie représente un peu ces femmes qui sont allées en nombre dans le sud, toujours raciste et très difficile à vivre, dangereux. Ici, Rosie, par exemple, se retrouve à dormir dans un ancien atelier de machines à coton et décide que cet atelier va devenir une école et elle va demander de l'argent pour pouvoir construire cette école. Et ça, ce sont des personnages qui ont existé et je trouve qu'il y a là un courage extraordinaire qu'il faut saluer, c'est-à-dire de dire je suis une femme du Nord et je vais aller dans ce sud raciste créer une école pour les enfants de ma communauté. C'est inouï comme courage, comme force. Tout ça sans argent, donc en commençant à quêter de maison en maison. Et en essayant de trouver aussi une sorte de mécène qui... Oui, c'est-à-dire qu'il y avait en effet ces mécènes, voilà, comme ici une dame de Baltimore qui décide d'offrir une bourse d'études à une dame de qualité, quelqu'un de qualité qui demande à une de ses connaissances de lui trouver une dame de qualité à qui elle paiera des études. Ça faisait partie aussi des personnages d'alors. Alors au fil de la lecture du roman, donc suivant les époques, les décennies, puisqu'on démarre en 1780 et on termine en 2021 avec l'assassinat de George Floyd par Chauvin, voilà. dont le nom est cité, qu'il ne faut pas oublier non plus, ce policier assassin. Il y a alors des séquences qui sont évoqués, qui sont des faits historiques et qui prennent
enfin je n'ai pas été vérifié, j'imagine que ce sont des faits historiques, ceux-là vous me confirmerez, et qui prennent sous la plume du romancier une valeur de métaphore, qui vont beaucoup plus loin que simplement ce qu'elles disent. Et je pense à cette période en 1944, où on découvre que des prisonniers allemands se sont retrouvés dans Central Park, ils sont retrouvés là. Et en parallèle à ça, il y a aussi eu des régiments, pendant la Deuxième Guerre mondiale, des régiments de femmes noires américaines qui étaient affectés à la distribution du courrier. Et on sait que lorsque ces régiments noirs, qu'ils soient féminins ou masculins, sont revenus aux États-Unis, ils se sont retrouvés dans la même situation de victimes du ségrégationnisme. Alors, ces deux épisodes-là, les prisonniers allemands et le régiment des femmes... Oui, ce sont des réalités, en effet, ce sont des faits historiques. Donc, ici, je parle du Central Park de Hannibal. Oui, Hannibal, en effet. Mais c'est vrai que c'était une volonté de la part de nombreux Noirs américains de partir au combat, parce qu'ils voyaient là une possibilité de montrer qu'ils étaient des citoyens américains à part entière. Mais c'était beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire que les régiments où ils pouvaient aller, c'était des régiments un peu de proscrits, de gens bannis, qu'on envoyait à la boucherie. Et bon, déjà, il faut savoir que très peu de gradés acceptaient d'avoir des Noirs dans leur régiment sous leurs ordres. Donc, c'était pas évident. Et par contre, il y a eu en effet ces femmes qui ont pu partir et distribuer le courrier. C'est-à-dire que tout le courrier non distribué à la fin de la guerre, elles s'en sont chargées, elles ont pris des sacs sur leurs épaules et elles sont allées en Belgique, en France, en Angleterre, où elles étaient très très bien accueillies. Et elles allaient donner le courrier des fils morts au combat le plus souvent. Et elles ont remarqué du coup qu'il y avait un accueil plus chaleureux et un racisme moins prégnant en Europe que dans le pays où elles retournaient. Et ça a accentué le souci de se révolter et d'avancer finalement. C'est-à-dire que ce contact avec une Europe qui apparaissait moins raciste et où l'accueil était plus chaleureux. En plus, qui accueillait les régiments noirs en même temps comme libérateurs voilà, et en même temps comme des êtres humains à égalité. Oui, et ça a accentué l'envie de se révolter et de demander des droits, de réclamer des droits sur le sol américain. Alors l'autre élément qui finalement se raccroche aussi dans la chronologie à cet épisode de la Deuxième Guerre mondiale est l'épisode de ce bus dans lequel les Noirs étaient appelés à s'asseoir dans le fond et à ne pas occuper l'ensemble du bus. Et il y a eu cet épisode qu'on a tous vu, on a tous vu des images d'archives à la télévision de ce bus qui a été incendié avec une marque de violence inouïe. Alors là, à nouveau, ici on est dans un roman, comment l'écriture transforme-t-elle ce fait divers que tout le monde qui s'y est intéressé connaît? Comment est-ce que vous le travaillez? Comment est-ce qu'il s'est inscrit dans... Parce qu'il revient à plusieurs reprises, on l'évoque, les personnages contemporains évoquent ça comme étant un épisode fondateur, et puis alors vous racontez comment il s'est déroulé. Oui, c'est-à-dire qu'il y a dans le regard qu'on porte sur l'histoire, il y a quelque chose de froid si on regarde uniquement les bouquins de témoignages ou les monuments. C'est-à-dire qu'à Anniston, il y a une œuvre qui représente un de ces bus de la liberté. Et l'idée de mettre ça en mots, c'est justement d'incarner, de mettre sur la peau d'un personnage ce qui a pu être vécu, comment on peut ressentir le fait d'être dans ce qu'on appelle un bus de la liberté où on réclame des droits et d'être finalement menacé de mort par des frères humains. Mais l'idée, c'est de nouveau d'abord de lire beaucoup de témoignages de gens qui ont été dans ces bus et de laisser naître un personnage de ces différents témoignages. Ici, donc, le tennis qui a repris un coup de barre de fer. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir qu'il y avait des blancs également dans ces bus de la liberté qui réclamaient ces droits pour leurs frères noirs. Donc c'était mixte, il y avait des gens, des hommes, des femmes, des noirs et des blancs. Et ça représentait ce qui a donné la guerre de sécession, c'est que les nordistes blancs étaient partisans de la... Oui, maintenant pour la guerre de sécession, c'est vrai que c'est plus compliqué que ça. Il ne faut pas oublier non plus que le sud était agricole, le nord industriel, et que pour les industries, il fallait une main-d'œuvre importante. Et le fait de libérer le sud permettait de faire venir des noirs du sud pour qu'ils travaillent, mais dans des conditions qui n'étaient pas plus enviables que ce qu'ils avaient dans le sud, dans les industries du nord. Donc il y avait cet enjeu-là. C'est-à-dire qu'en effet,
l'abolitionnisme, ce n'était pas uniquement un mouvement humaniste destiné à libérer les pauvres esclaves, mais de pouvoir aller puiser de la main-d'œuvre dans le sud pour travailler dans les usines du nord. Donc, voilà. J'allais aussi faire de l'histoire horizontale. C'est vrai que les conditions dans le Borinage en Belgique, des ouvriers étaient largement comparables à celles des esclaves noirs oui, tout à des fait. ouvriers. Donc là, c'est vrai qu'il faut... Donc il y avait cet intérêt-là aussi. Et puis, par exemple, j'évoque un personnage qui est devenu directeur qui s'est trouvé dans un de ces bus, donc un Africain-Américain, et qui est devenu directeur de 3 McDonald's à New York. Ça interpelle les puristes, ceux qui voudraient aussi, parce qu'il y a tout un imaginaire un peu fantasmé du noir victime et du blanc tortionnaire, contre lequel je voulais aussi un petit peu mettre en garde. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans ma question, il y avait un côté un peu caricatural aussi du bon blanc démocrate qui voulait, par pur esprit des Lumières, libérer les Noirs de l'esclavage, ce qui n'était pas oui, on était bien entendu beaucoup plongé dans cette façon-là de se représenter les communautés blanches et noires aux États-Unis. C'est pour ça que j'aimais bien aussi d'inscrire, il y a un personnage qui est le roi Akpon III de Porto Novo, oui. Qui est en effet en 2013 venu en Alabama pour demander pardon à ses frères noirs, parce que des ethnies du Dahomey ont participé à la vente de villageois aux Portugais ou aux Anglais. Et c'est quelque chose qui est apparu très récemment, en fait, cette idée qu'il y a aussi des responsabilités du continent africain et de certaines ethnies, notamment les fonds du Bénin qui vendaient des villageois. Et donc que ce roi vienne en 2013 à Aniston pour demander pardon à ses frères noirs, avec le choc aussi que je voulais représenter entre cette population béninoise et ce roi, dans ses peaux de bête, avec ses colliers en or, parce qu'il était habillé tel. Et puis les Américains, qui sont éberlués. Oui, qui sont éberlués, donc ce sont plus les mêmes personnes, quoi. C'est plus les mêmes communautés. Et de mettre en avant aussi un peu la bêtise, si je peux dire, de cette mère d'Aniston qui comparait le roi, qui disait on a reçu un autre roi, qui était James Brown, le roi de la soul. Enfin, c'était un peu pitoyable la façon dont... Il y a aussi cette acculturation aussi, oui, c'est ça. Les États-Unis profonds. Oui, et donneurs de leçons qui proposent d'aller aider le peuple béninois et de leur apporter leur connaissance. Et ça, c'est terrible de voir ça aussi, parce que, mon Dieu, mais on a tant à apprendre également de ces communautés, et il reste encore cet esprit et chez les Américains, noirs ou blancs, qu'il faut maintenant aussi apprendre aux Béninois ce que nous savons dans différents domaines. Alors il y a un élément par lequel on aurait pu commencer, qui est le titre, L'Arbre du Retour, et un autre élément par lequel on aurait pu terminer, qui est le fait que ce fameux livre que le personnage écrit, et qui est ce livre-ci, ne s'appelle pas L'Arbre du Retour, mais s'appelle L'Arbre de l'Oubli. Et finalement, c'est une manière de poser la question à un niveau, je dirais presque philosophique. Le départ forcé, contraint de tous ces esclaves au XVIIIe siècle, leur espoir était cet arbre du retour mythologique où le rame ou le souffle du vent ramènerait leur âme, même s'ils sont morts loin du pays. Et l'autre arbre, qui n'existe pas plus que le premier, si j'ai bien compris, est l'arbre de l'oubli, qui permettrait aux générations ultérieures, par le travail de connaissance de l'histoire, d'oublier ce que cette souffrance a représenté pour entrer dans une vie qui redémarre. Oui, en fait, c'est aussi... quand je suis allé au Bénin, j'avais un petit guide qui s'appelait Sardou, pour l'anecdote, parce que ses parents adoraient Michel Sardou, et donc ils avaient prénommé leur fils Sardou, pauvre enfant. Et donc ce petit guide m'a montré les restes d'un arbre en me disant, ça c'est l'arbre d'oubli. Et il m'a expliqué que les captifs devaient tourner autour de cet arbre pour oublier leur histoire, leur culture, leur langue. Les femmes 7 fois, les hommes 9 fois. Et
c'était merveilleux comme symbole, en effet, comme titre aussi, l'arbre d'oubli. Voilà, je tenais mon titre et mon film. Et puis, vraiment tardivement dans l'écriture du roman, donc ça m'a pris 7 ans d'écrire ce bouquin, et très tard, j'ai lu une étude sociologique d'un sociologue américain qui explique que cet arbre d'oubli n'aurait pas existé, que c'est une invention pour les touristes. C'est-à-dire que le tourisme est apparu dans les années 90 au Bénin, et qu'à ce moment-là, les Béninois auraient inventé cet arbre, qui est, voilà, c'est une histoire qui plaît beaucoup aux Occidentaux, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec l'esprit des Béninois, mais qu'en revanche, l'arbre du retour, lui, existerait. Voilà. Et donc cet arbre, en effet, dans la sève duquel pouvaient revenir les esprits des esclaves morts de l'autre côté de l'océan. Oui, juste, je précise. Donc, j'avais en effet envie que ça s'appelle l'arbre d'oubli dans un premier temps. J'avais mis l'arbre du retour entre parenthèses au cas où, en hésitant un peu. Et il se trouve que Nancy Houston a sorti au même moment que moi un roman, un peu plus tôt que moi, un roman intitulé Arbre de l'oubli, où elle évoque le même arbre. Et donc c'est Pascal Blondiot qui m'a contacté en disant Luc, on a un problème. Voilà que Nancy Houston sort un bouquin qui porte pratiquement le même titre que ton bouquin et qui évoque le même arbre. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et donc le choix s'est porté sur l'arbre du retour, que je trouve finalement plus intéressant, plus positif comme titre. Oui, c'est une des approches. Voilà. L'approche de l'oubli ou l'approche du retour, qui peut-être peut être mis en parallèle avec le retour vers l'histoire, vers la connaissance Exactement. du passé pour tous les sens du pouvoir mot le retour. sublimer. Voilà. Alors, vous nous avez raconté que le point de départ de ce roman était un voyage que vous avez fait au Bénin. Vous avez effleuré le fait que c'était parce que vous aviez accueilli en quelque sorte un sans-papier ou un... Oui, c'est-à-dire que j'ai donné des cours d'anglais à un ami, Nasser Alidou, voilà, qui me parlait beaucoup de son pays et qui donc, à un moment, m'a fait part de sa détresse par rapport au fait que son père était en train de mourir au village là-bas. Et lui avait dû fuir son pays à cause du vaudou. Et donc il ne pouvait pas y retourner pour 2 raisons. C'est qu'il avait peur de représailles. Et bon, c'est interdit quand on n'a pas ses papiers de retourner dans le pays d'où l'on vient. Sinon, on donne la preuve aux autorités belges qu'on peut tout à fait retourner dans son pays sans qu'il y ait de soucis. Voilà. Et votre ami Nasser a lu le roman, a lu ce qu'avait donné finalement cette mission que vous avez acceptée avec une générosité, une empathie, je dirais, très forte. Parce que c'est quelque chose de très fort qu'il vous demandait de faire. Oui, mais non, il ne lit pas beaucoup. Il est très occupé avec sa famille et son métier. Il est gardien de prison maintenant. Il est en train en même temps qu'il est gardien de prison, il fait des études de droit. Donc voilà, ça lui prend beaucoup de temps. Avec comme objectif de retourner au pays, au Bénin, oui. Voilà, comme avocat. Alors dans la... Donc, oui. Pardon. Et donc, non, c'était quoi la question? Je suis un peu... Non, alors est-ce que justement, est-ce qu'il a... Non, donc le point de départ, c'est cette mission oui. Que vous confie, mission quand même de poids que vous confie cet homme d'aller au chevet de son père mourant puisqu'il ne peut pas y aller. C'est quand même comme une charge qu'il vous confie. Et est-ce qu'il a lu le livre? Est-ce qu'il s'est rendu compte que cette charge-là qu'il vous confie en 2005, il y a donc 17 ans, oui. est devenue ce livre? Oui, ça il le sait, on en a parlé longuement, et en écrivant le bouquin, on en a parlé beaucoup. Voilà, il est très honoré aussi que ce livre existe, et qui était aussi qui est entre les mains de l'ambassadeur du Bénin également. Donc, oui, pour lui, c'était formidable que ce livre existe, mais ce qu'il m'a dit, c'est que finalement, d'avoir étudié le sujet, d'être allé au pays, alors que lui n'a pas vraiment pu y retourner, c'est que finalement, je connaissais mieux son pays que lui-même, et que j'avais vu plus de lieux que lui n'en avait vu. Voilà, mais c'est vrai que c'était une mission particulière qui m'a appris énormément. Juste une histoire très symbolique par rapport à ce voyage, c'est que je suis revenu, avant de rentrer en Belgique, j'avais demandé à un de ses frères, Idrissou, de mettre un peu de terre du village natal de Nasser dans une boîte pour lui apporter. Et donc là-bas, il y a une espèce de monopole
de Nescafé, donc ça, disons que ça, comme café, c'est Nescafé avec la petite boîte là. Et Idrissou m'a apporté une petite boîte de Nescafé avec dedans un peu de terre, une poignée de terre du village natal, que j'ai donné à Nasser en rentrant et qui a été terrifié quand il a vu cette boîte et il a refusé. Il m'a dit non, non, ça je peux pas prendre ça. Il est parti et je sentais qu'il était blessé. Il est revenu le lendemain. Entre-temps, il avait appelé son frère et il m'a expliqué qu'en fait, au pays, quand on donne une poignée de terre du village à un frère, ça veut dire on te renie. Tu n'es plus le bienvenu. Et donc il a cru que c'était son frère qui m'avait donné cette boîte pour lui signifier qu'il n'était plus le bienvenu, sans savoir que c'était... Voilà. Et ça met vraiment en avant l'idée que quand on est ignorant, même avec des bonnes intentions, on peut blesser profondément, on peut créer des malentendus. Et tout invite à la connaissance, en réalité, et à l'ouverture à l'autre. Et donc, l'ouverture à l'autre, ça passe par des questions que l'on pose aussi. Parce que moi, j'ai dans mon imaginaire l'idée que, tiens, c'est symbolique et c'est beau, une petite poignée de la terre du village natal. Là-bas, c'est quelque chose de terrible. Donc, ça, c'était intéressant pour moi aussi de voir à quel point je devais aller très loin dans mes recherches, dans l'étude et la connaissance du sujet, pour éviter de commettre des erreurs qui, quelquefois, peuvent blesser. Alors donc en 2005, vous êtes au Bénin. Vous venez de nous dire que l'écriture du roman avait pris 7 ans. Comment, si on faisait une petite masterclass, comment se sont déroulées ces 7 années? Est-ce que l'éditeur a tout de suite été intéressé? Est-ce que vous avez retravaillé Est-ce qu'il y a eu plusieurs versions de la manière de raconter cette histoire? Oui, au départ, j'en ai écrit une nouvelle qui n'était pas très bonne. Et puis, il y a eu l'événement de 2013, quand le roi... Donc un article que j'ai lu expliquant que ce roi était venu en Alabama. Et donc, du coup, en 2013, que j'ai vraiment commencé à écrire le roman. Et là, j'ai demandé une bourse pour aller dans une résidence d'auteur. Je suis allé en Bretagne pendant 3 semaines pour écrire le début du roman et étudier. Donc, ça a commencé à ce moment-là. Mais j'avais pas d'éditeur, non. J'avais pas du tout d'éditeur en vue. J'écris pas en me disant qu'il faut à tout prix que ce que j'écris soit publié. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait pu ne pas être publié. J'ai tant appris en écrivant ce roman. Ça a été un tel voyage que ça aurait été dommage. Ça aurait été dommage, sans doute. Mais voilà, il n'y a pas toujours chez moi l'idée première de publier, mais ce sont des aventures de découverte extraordinaires, l'écriture d'un roman, quand on plonge dans un monde comme celui-là. Ici, une histoire qui se passe sur 2 siècles, donc j'ai appris tellement. Non, c'était pas l'idée. Et puis, il se trouve que donc, je l'ai proposé en lecture à Willy, qui est parmi nous aujourd'hui. Willy Lefebvre, voilà, qui d'emblée m'a renvoyé des messages très positifs sur ce roman et qui m'a encouragé, qui a proposé lui-même le Tapuscrit à un éditeur, mais qui n'était pas emballé. Mais ma première idée était... Voilà, j'avais quand même en tête les éditions Malmström et David Giannoni, parce que c'est un monsieur très actif dans l'édition belge, que j'apprécie énormément, et qui fait de son mieux pour que les livres vivent. Et puis voilà, c'est un ami aussi, donc j'avais très envie que ça puisse sortir chez lui. J'ai pas pensé à l'envoyer ailleurs. Donc ça a été finalement... C'est pas le seul livre, c'est pas le premier livre que vous publiez chez lui. Il y a eu de la poésie aussi chez lui, et puis un récit qui était les Chroniques d'une échappée belle, voilà, suite à un passage à l'hôpital. Et comment, oui, là qui est plus dans le domaine de l'autobiographie, oui, voilà, si je me souviens bien. Oui. Est-ce que vous avez écrit sur votre enfance et sur cet épisode de la... Oui, mon tout premier roman, La cage au cri, c'était La cage au cri, bon, c'est la cage thoracique, Oui, en réalité, j'écrivais donc déjà quand j'étais enfant et adolescent, et j'ai commencé à écrire des romans, mais j'étais écolier, donc j'écrivais un roman pour m'amuser, puis je me rendais compte que c'était pas bon, j'en écrivais d'autres. Et un jour, je me suis retrouvé avec un manuscrit qui s'appelait Aux grandes mains des hommes, qui a donné La cage au cri.
Et je sentais que c'était pas encore bon, mais je ne savais pas trop pourquoi. J'arrivais plus à comprendre pourquoi. Et donc je l'avais proposé en lecture à Jacques Dubois, qui était professeur à l'Université de Liège, qui ne me connaissait pas, mais qui m'a lu et qui m'a beaucoup encouragé, qui m'a dit vous êtes écrivain, il y a une chose que vous pouvez travailler pour être un grand écrivain, c'est la confiance en vous. Et quand vous aurez plus confiance en vous, vous serez un grand écrivain. Voilà. Et donc j'ai travaillé cet aspect-là. Je dis ok, c'est vrai qu'il y a l'écriture, il y a le travail des mots, mais qu'est-ce qu'on fait comme travail sur soi? Comment est-ce qu'on travaille son regard sur soi-même et sur le monde pour grandir et écrire des choses qui sont dignes d'être écrites déjà et peut-être publiées. Et puis je lui ai renvoyé quelques années plus tard un autre manuscrit et il m'a répondu que j'étais mûr pour l'édition, dans une lettre formidable que je pense avoir gardée. Et du coup j'ai laissé ce que j'avais écrit de côté et j'ai commencé l'écriture de La Cage aux Cris parce que je sentais que tous les récits que j'écrivais étaient, entre guillemets, pollués par mon histoire et mes douleurs d'enfant. Et donc je voulais m'en débarrasser. Et en écrivant La Cage aux Cris, les 20 premières années de ma vie, avec une fugue que j'ai faite à l'âge de 12 ans, suite à un livre que j'avais lu, Le Robinson du métro, je me débarrassais en quelque sorte de cette part-là de moi. Je la mettais sur papier, c'était fait. Je pouvais m'ouvrir aussi au reste du monde et écrire d'autres histoires que la mienne. Et trouver peut-être dans ce que vous avez vécu et que vous avez réussi à comment dirais-je, à extrapoler ou à sublimer, peut-être à trouver la forme poétique de l'écriture romanesque aussi, c'est-à-dire une forme qui va vers l'intensité des choses et de ce qui est raconté. Oui, c'est ça. Et puis tout ça vient progressivement, et puis au fil de lecture également, bien entendu. Adolescent, je lisais énormément Jean Giono, qui est toujours un de mes auteurs favoris, donc, qui est un romancier poète également. Donc, je pense que je veux dire, j'avais tant de bonheur à lire Jean Giono que je pense que ça m'a quand même influencé, même si je dis quelquefois que je n'ai pas d'influence, mais je pense que Jean Giono dans son écriture m'a quand même influencé, amené vers la poésie. Et comme beaucoup, j'ai commencé d'ailleurs par la poésie avec le prix Liège Jeunes Auteurs quand j'avais 18 ans. J'avais été accueilli alors par une dame poétesse qui vivait chez elle entre ses soupes et ses crêpes et qui m'a un peu initié à la poésie. Voilà. Maggie Thierry-Titeux. On a besoin d'anges gardiens, je dirais presque comme Jacques Dubois dans votre cas, qui à un moment donné vous disent exactement ce qu'il faut dire au moment où vous l'entendez. Oui, c'est très très important, surtout quand on n'est pas... moi, c'était pas mon terrain, je veux dire, je ne connaissais pas d'écrivain, donc d'avoir eu ces gens comme Jacques Dubois, Maggie Thierry, qui m'ont pris un peu sous leur aile et qui m'ont guidé en effet avec des mots juste au bon moment, c'est merveilleux, ce sont d'immenses cadeaux. Oui. Alors, dernière question, L'Arbre du Retour, paru chez Maelstrom Révolution, est-ce qu'il a vocation à être traduit? Est-ce que vous avez déjà fait, l'éditeur a déjà fait des démarches pour une traduction? Il va sans doute être distribué au Bénin, comme vous le disiez, mais une traduction vers les États-Unis ou vers les maisons d'édition? Peut-être maintenant, je ne sais pas comment cela se passe, et je n'en ai pas encore parlé avec David Giannoni, mais ça en vaudrait la peine. Oui. Ou à Nancy Houston, je ne sais pas si vous lui avez envoyé. Non, je devrais aussi lui envoyer. Vous devez lui envoyer. Oui, je ferai ça. Georges, est-ce qu'on pourrait inviter Luc de lire quelques phrases? Parce qu'il faut savoir que Luc a aussi un spectacle, une lecture-spectacle qui existe. Oui, Parce que je trouve que pour moi, c'est chaque fois un moment d'anthologie. Alors, pour ceux qui ne te voient pas et n'écoutent pas, donc Willy Lefebvre propose que Luc Baba lise quelques lignes. Alors, je ne sais pas si Luc Baba... Oui, je peux lire. Et lesquelles, voilà. Alors, il faut... Lesquelles, c'est ça. Eh bien, sachant que l'habitude est qu'on ne donne pas de questions publiques, mais là, on a une question inattendue. Donc. Je vais vous lire le début d'une lettre. Donc, le personnage de William, dont on n'a pas parlé, qui est un musicien. La musique est très présente dans le roman. On a les chants d'esclaves sur le bateau,
Et la petite Émilie qui se met au piano et qui en a peur à la fin aussi. Avec une chanson particulière. Avec la chanson Wade in the Water, voilà, Marcher marcher dans l'eau les enfants, marcher dans l'eau, qui est une manière pour les esclaves fouillards d'éviter d'être pris par les chiens. Exactement. Et ici, donc, on a Will qui est parti à New York tenter sa chance à Harlem dans les années 20, les grandes années de Harlem. Et il écrit à sa maman, « Ma très chère mère, je viens te donner des nouvelles et en prendre aussi. Comment allez-vous? Comment vont les enfants? Je sais, j'avais dit que cette fois-ci, je ne resterai pas longtemps à New York, mais je reste finalement parce que la nouvelle vie de notre race a trouvé sa terre. Et moi, j'y trouve mon style, et ça marche pas mal. C'est l'endroit du monde où le noir peut grandir et travailler sans patron. J'ai dîné à la table d'écrivains, de scientifiques, hommes et femmes de notre couleur. Il y en a une que j'aime bien, qui chante et fait des études sans montrer qu'elle sait mieux que tout le monde. Elle ne quitte jamais la joie. Je crois que la joie a choisi cette femme-là comme un oiseau choisit son arbre. Des fois, elle se promène avec des instruments de fer, et elle mesure les passants, leur crâne et leur mâchoire. Elle dit que c'est pour étudier notre race. Je lui ai parlé, elle s'appelle Miss Zoraline. Je lui ai expliqué que je jouais dans une semaine au Log Cabin et qu'elle devait venir m'écouter, qu'elle ne serait pas déçue. Elle m'a dit qu'elle viendrait si je lui achetais un magazine de négro, Fire. Mais j'avais pas assez d'argent, j'étais gêné de ça. Alors j'ai fait semblant de ne pas savoir lire. J'espère qu'elle viendra m'écouter quand même. Voilà, dans ce petit passage, on découvre donc Miss Zoraline, qui est aussi en effet qui est un personnage haut en couleur de Harlem, qui en effet se promenait dans les rues et mesurait le crâne des Africains-Américains pour étudier la race noire. Très bien. Luc Bapin, je vous remercie pour ce coup de midi. Merci de m'avoir reçu, Jean. Qui nous a permis de découvrir une partie de votre œuvre et de votre démarche d'écrivain, et en particulier L'Arbre du Retour, que je recommande à tous ceux qui nous écoutent, nous regardent, de lire Toutes affaires cessantes. C'est un roman qui, comme je l'avais dit dans l'interview, par son style est aussi éminemment poétique. Et il y a une écriture qui m'a fait penser à certains moments à Faulkner, mais cela vient peut-être du fait que nous sommes dans le grand sud américain. Et c'est vraiment un roman à lire, à découvrir. De même, je pense, et je vais me précipiter pour les lire, les autres livres de Luc Baba que je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir. Merci Luc Baba, merci à vous tous. Merci à tous. Voilà.